Mathurin ne racontait pas la cuvette. C'était pourtant lui qui s'en était chargé. Pas parce qu'il était vieux, parce que c'était Mathurin. Et Mathurin était particulièrement doué pour prendre les choses en main dans la maison. Il pouvait diriger des affaires quand la mère, avec tous ses petits dans les pattes, et bien qu'elle assurât drôlement le quotidien, tantôt fatiguée, puis tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un peu d'ordre dans la troupe. Mathurin alors se faisait chef, et ce jour-là, le jour même où on apprit de la bouche de la mère qu'un 9e, après le funeste Zéphirin, était dans le ventre, c'est lui qui a tout organisé. Ça n'a pas eu l'air de le traumatiser plus que ça. Il est resté très calme et j'étais encore petit. Je me souviens. Je les vois encore tous muets à la cuisine, et la mère, de son joli sourire planté au milieu avec la robe de chambre, une de celles qu'on lui a offertes, une de la ville, pour son anniversaire une robe bleu ciel, avec juste un élastique sous les seins déjà gonflés et elle partait en s'évasant, la robe. Elle retombait en trapèze juste en haut de ses cuisses et les bretelles étaient 2 rubans roses noués qui lui donnaient, retombant sur ses épaules, un air de porcelaine. On aurait dit une enfant, là-dedans avec, ce jour-là, 2 nattes emmêlées de chaque côté. Je la voyais adossée contre la table, s'appuyant sur ses mains pour soutenir le ventre, un morceau de bidon qui pointait sous la jupe de poupée, si bien qu'on aurait dit, avec son tendre rose aux joues, oui c'est ça, on aurait dit une enfant qui voulait jouer à la maman, là, avec nous, avec ses enfants, et elle serait notre jouet, à nous les médecins, et c'est cette physionomie, peut-être, qui m'a le plus marqué. Ce regard qui disait « Maintenant on va jouer, tous ensemble, à avorter ». Mathurin était le seul à ne pas être assis ni adossé. Il se tenait droit, les poings serrés, et il était le seul à ne pas sembler convaincu. Pas aussi convaincu que les autres de ce qui allait se passer, de ce que promettait la mère comme un formidable moment, que tout le monde devait écouter Mathurin, qu'il savait comment faire, mais son rictus du formidable qu'elle avait souvent au visage était faux ce jour-là. Il était de travers. Il était moche, et Ange chuchotait, à côté de moi dans l'oreille de Léon, « J'aime pas son jeu, aujourd'hui. » Je préférais plonger à la stobie et Mathurin de le faire taire d'un œil noir et compatissant. Un regard de « Moi aussi je préférerais le village ou la stobie, mais on n'a pas le choix. » Son visage, celui de la mère, était à peine pâle. Elle avait les traits rassurés. Elle répétait que surtout, il ne fallait pas s'inquiéter. Qu'avant-hier, elle a pris son grand soin, comme elle disait avec son léger accent. Elle a pris son grand soin de visiter le père Théotime de Fernandicule, et qu'il a baptisé le bonhomme à travers la peau, par le nombril. Elle nous disait, la goutte de l'eau bénite qui remplissait le nombril comme une piscine minuscule, et qu'on avait eu beaucoup de chance, que le bon père Théotime accepte gracieusement de bénir à travers le ventre, que d'habitude, il fallait qu'un bout de tête, au moins, apparaisse. Mais Théotime avait quand même accepté, et qu'ainsi l'enfant sera heureux au ciel, qu'on le retrouverait, un jour, qu'il serait mieux là-haut, et qu'il nous pardonnerait. Et elle avait, la mère depuis Zéphirin, une rage de baptiser. Elle demandait, souvent tout bas, au bon père Fernandicule, s'il fallait, chuchotait-elle, rouge de honte, baptiser à nouveau pour être certain de l'âme qui se porte bien, du reste de l'anatomie qui soit docile, et comme il faut, surtout pour Émile qui est le dernier mais qui n'est, vous voyez mon père, pas bien costaud encore, et qui me fait du tourment. Parfois avec sa bouille qui est quand même aussi bien faite que celle des autres, mais j'aimerais mon bon père le baptiser une seconde fois. Le père lui répondait que le baptême ne périme pas, qu'on pouvait faire confiance à la mémoire du bon Dieu pour ça. Alors elle hochait la tête, et à la maison, il lui prenait quelquefois l'envie de jouer au bénitier. On enfilait nos robes blanches, celles de la nuit pour l'austère, la pureté de la chose, même si souvent,
La robe blanche était aussi celle du petit déjeuner. Du chocolat dans tous les sens et des tartines grillées, de la confiture en bas des manches et du jaune de l'œuf croûtant à l'encolure, et elle nous bénissait, ainsi sérieuse dans son rôle. Après ça, on s'endormait, tout s'apaisait, mais elle surtout, de ces enfants qui ne resteraient pas, de ces enfants sauvés des limbes même si son eau, là, n'était pas aussi bénite que celle de l'église. C'était l'intention. C'était seulement ça qui comptait. Ce jour-là, alors, c'est Mathurin qui était chargé de donner la tâche à chacun. Lui, Lucien et Léonie s'occuperaient de la cuvette à récurer, Nanette de l'eau et des serviettes à chauffer, et Ange et Léon de la moutarde et des cuillères pour mélanger. Il répétait que tout ce qu'il y avait de plus, ce qu'il y avait à faire sous l'eau et la moutarde, c'était la mer que ça regardait. Moi, petit, on m'a mis dans la chaise, la grande avec l'arceau de bois, si bien que j'aurais pu m'échapper du spectacle, comme on faisait à l'heure du dîner quand le dîner était mauvais. On se glissait par en dessous l'arceau de bois pour s'évader, mais ce jour-là, j'étais incapable de bouger. Je voyais Lucien, Léonie et Mathurin à quatre pattes autour de la cuvette. La vieille d'étain avec des brosses douces pour récurer, le front rouge de sueur et les manches remontées, sauf Léonie, qui les laissait tremper dans le savon et souffler sur la mousse, et on sentait, dans la pièce, le lilas et les chrysanthèmes du savon, les nuages blancs qui s'envolaient un peu partout. Après cela, c'est Nanette qui surgissait de la cuisine, chargée de ce bouillon qu'elle versait maladroitement dans la cuvette, puis elle posait à côté les serviettes, les grosses éponges en tissu désinfecté à la casserole, et tous les quatre, Lucien, Nanette, Léonie et Mathurin, avaient à la mine le regard de ceux qui obéissent, sagement, sans être bien d'accord avec la chose à faire, et le tragique était de voir, pendant qu'ils récuraient et remplissaient, c'était de voir Ange et Léon. Ange et Léon, dernier avant moi qui s'appliquait avec une concentration rare, un zèle qu'on ne leur connaissait pas, qui escaladait la gazinière, l'œil grave, saisissait au placard des dizaines de pots et chacun de ces pots avait la taille même de leur visage. Ils les descendaient un à un, Ange haut perché passant à Léon ce qui semblait, en leurs bras, être aussi lourd qu'une brique de béton, et une fois le placard vidé, leurs bras encombrés, ils se dirigèrent au salon, doucement, pour ne rien laisser tomber. Au bord de la cuvette, ils étaient tous agenouillés, à l'exception de Mathurin, qui observait de loin. Ils regardaient comme moi leurs petites mains s'affairer autour des couvercles à dévisser, les yeux révulsés et leur respiration coupée par l'ardeur qu'ils y mettaient. Ils regardaient bras croisés la fratrie qui ouvrait sans poser de questions, certains léchant leurs doigts de la sauce jaune, sauf Ange et Léon, qui voulaient en perdre le moins possible et qui versaient le moindre reste, allant jusqu'à plonger le pot dans l'eau pour le nettoyer parfaitement. Sans doute qu'ils étaient jaloux, Ange et Léon. Une jalousie toute bourgeoise, de ce petit qui existe à peine et accapare, qui pourrait naître et s'ajouter encore à nous et à la vallée. Peut-être aussi que leur folie à tous venait de là, de ce qu'ils ont vidé et léché de moutarde, d'avoir vu la cuvette qui fume en jaune, d'avoir refermé la porte, ma main serrée dans celle de Lucien, d'avoir refermé la porte sur la mer, sur la cuvette et sur le petit, qui aurait pu naître avec nous et qui va brûler à la cuvette aussi simplement qu'on courait à la vallée. La mère, juste avant de se barricader, a murmuré dans le dos de Mathurin de ne pas se tracasser, et que la douleur, parfois, rendait la femme belle à épouser.